Pas lève les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 18e étape du Tour de France. Une étape de plat après le passage dans les Alpes et le sol contre la montre, mais contre la montre difficile. Allez les amis, on ne perd pas de temps. Je vous laisse découvrir la vidéo présentation du profil et on se retrouve juste après pour le point historique. Les amis, découvrons sans plus attendre le petit point historique traditionnel. Bourg-en-Bresse accueille pour la 7e fois 3 arrivées, 4 départs les coureurs de la Grande Boucle. La dernière venue du Tour dans la préfecture de l'Orne remonte à 2020 avec le départ de la 19e étape en direction de Champagnole, 166,5 km, où le Danois Søren Kragh Andersen leva les bras. Les amis, avant de découvrir la fameuse question du jour, il y a plusieurs petites choses à savoir au départ de l'étape. Aujourd'hui, c'est une étape promise aux sprinteurs. Aux sprinteurs, oui, mais il y en a de moins en moins dans cette fin de Tour de France. Oui, malheureusement, on a perdu depuis le début de la Grande Boucle Mark Cavendish, Fabio Jakobsen ou encore Caleb Ewan, mais aussi ce matin Wout van Aert pour des raisons personnelles. Il va devenir papa dans les heures prochaines. On est en fin de tour aussi, la fatigue se fait ressentir avec tous ces éléments. Moins d'équipe pour contrôler la course, la fatigue, donc ça peut peut-être aujourd'hui sourire aux baroudeurs. On se demande d'ailleurs la petite interrogation de l'étape, est-ce que les sprinteurs vont réussir à contrôler la course? Les amis, je vous laisse donc découvrir la question du jour et on se retrouve après pour débriefer tout ça. Avant de répondre à la fameuse question du jour et découvrir nos éléments de réponse, aujourd'hui fini le mode dissertation, c'est les vacances, on va avoir 3 éléments de réponse, mais d'abord contextualisons l'étape. Donc on avait, comme je vous l'ai dit, une interrogation, est-ce que les équipes de sprinteurs vont pouvoir contrôler cette course? Alors, et vont-ils vouloir? On va le savoir très vite puisque dans le défilé on retrouve déjà 3 équipes de sprinteurs à l'avant du peloton. Alpecin Koenig, Lidl Trek, UNOX. Donc on se dit, on monte déjà les muscles et on retrouve aussi Jayco. On monte les muscles et on va donc montrer qu'on veut une arrivée au sprint. Les amis, comme il est coutume sur les étapes de plat, dès le kilomètre 0, l'échappée va se former. Alors aujourd'hui, c'est contre toute attente, puisque on aurait pu penser que beaucoup de coureurs allaient vouloir se glisser à l'avant, sachant que ça allait être compliqué pour les sprinteurs en cette fin de tour de contrôler la course. Bon, on retrouve donc 3 coureurs à l'avant, Casper Asgreen, Soudal Quickstep, Victor Kampenaerts, Lotto Destiny, deux coureurs pour 2 équipes qui n'ont plus de sprinteurs. Et puis, Jonas Abrahamsson d'UNOX. Donc, UNOX, c'était plutôt pour placer un coureur dans l'échappée que de jouer la carte Alexander Kristoff. Derrière, à l'avant du peloton, ça va vite se mettre en route. Le peloton va se mettre en ordre de bataille et va réguler l'allure. On ne laisse pas beaucoup d'avance et donc au kilomètre 103, beaucoup vont tenter des contre-attaques. Malheureusement, sans succès. Il va falloir attendre le kilomètre 120 et voir Pascal Enkorn initier une contre-attaque aujourd'hui. Bon, les amis, on a contextualisé un peu la chose. Il est temps de découvrir notre premier élément de réponse. Il va s'attarder sur le peloton et sur les équipes de sprinteurs. Les amis, donc je vais être un peu répétitif, mais c'est pour bien développer mon premier élément de réponse. Aujourd'hui, l'étape est promise aux sprinteurs, mais malgré une étape sans aucune difficulté particulière, le doute de voir les sprinteurs se jouer la victoire aujourd'hui existe. En effet, on arrive en fin de tour. Les organismes sont fatigués, surtout après l'étape dantesque du col de la Lose, le contre-la-montre et le passage dans les Alpes. Il faut se dire aussi qu'il n'y a plus énormément de sprinteurs dans le peloton. 3 sprinteurs de renom ont quitté la route du Tour de France malheureusement. Mark Cavendish, Fabio Jakobsen ou encore Caleb Ewan. Donc, on peut penser que les équipes qui n'ont plus de sprinteurs ne vont pas contrôler aujourd'hui la course. Ça ne sert à quoi? C'est fatiguer les organismes pour rien. Et vont même se permettre de glisser un homme à l'avant. On pense à Lotto Destiny, on pense à Soudal Quickstep. Bon,
Malgré tout, les sprinters restant avec leurs équipes vont montrer les gros bras. Dans le défilé, les équipiers de sprinters se placent à l'avant du peloton pour être en position de contrôle dès le départ réel. Bon, dès les premiers kilomètres de course, les équipes de sprinters se mettent à rouler en tête du peloton, laissant à peine 1 minute d'avance à l'échappée, on verra après. Donc avec cette stratégie, les équipes de sprinters pensent pouvoir vite décourager les échappés, mais aussi des coureurs qui voudraient initier une contre-attaque, mais elles vont se faire prendre à leur propre jeu. Je pense qu'aujourd'hui, elles étaient un peu trop confiantes, un peu trop sûres de elles et se dire « Tranquille, tout le monde est fatigué, personne n'ira à l'avant. Et puis nous, de toute manière, on va contrôler. C'est une des dernières chances qu'on a, même si on a une, voire deux encore de chance sur cette fin de Tour de France. » Et donc, on a peut-être fait un peu trop le beau et on s'est fait piéger. Et d'un côté, c'est bien fait pour eux. Je suis bien content que l'échappée est allée au bout. Ça leur apprendra à faire les malins, ces équipes de sprinters. Bon, on disait qu'on décourageait les échappés, les potentielles contre-attaques. On va parler des contre-attaques. C'est mon deuxième élément de réponse. Je vous laisse découvrir. Donc les amis, au kilomètre 120, Pascal Edcorn, l'Auto-Destiny, initie une contre-attaque en tête du peloton. À ce moment-là, les hommes de tête possèdent alors moins de 30 secondes d'avance. Donc cette tentative du coup pourrait tuer potentiellement l'échappée, sachant que quelques kilomètres plus tôt, des coureurs ont initié une contre-attaque et que le peloton a accéléré, ne voulant pas laisser des coureurs frais prendre de l'avance. D'ailleurs, Pascal Edcorn n'arrive pas à revenir sur la tête de la course et donc son équipier Victor Campenart, qui est à l'avant, va décider de se relever pour pouvoir l'aider. Une bonne stratégie d'équipe. On voit bien que le cyclisme ici est un sport collectif. Attention aussi, être en surnombre dans une échappée n'est jamais très bon et ça pourrait créer des ennuis puisque les deux autres coureurs vont dire vous êtes en supériorité, donc c'est à vous de faire la plus grosse partie du boulot. Bon, jonction à l'avant au kilomètre 127, les deux coureurs de l'Auto-Destinée vont revenir. Il y a donc 4 coureurs à l'avant et un qui est plus frais que les autres. Donc ça peut être aussi intéressant, plus frais, donc on a peut-être plus de capacité pour appuyer sur les pédales et faire un petit écart. Donc je voudrais louer quand même l'entente de cette échappée puisque, comme je vous l'ai dit, quand on est en supériorité numérique dans un groupe, souvent les autres coureurs laissent cette équipe qui est 2, 3, voire 4 coureurs tout gérer. Mais non, aujourd'hui, tout le monde a donné du sien et même dans le final, souvent on sait qu'un coureur relance l'échappée en espérant pouvoir contrarier les sprinters, en espérant aussi pouvoir potentiellement décrocher le prix du super combatif. Mais là, jusqu'au dernier mètre, on a collaboré. Et, on n'a pas tout laissé faire à l'équipe l'Auto-Destiny. Chacun a donné du sien et c'est ça qui a fait aussi la réussite de cette échappée. Il faut la louer, cette entente. Je pense aussi que les équipes de sprinters ont été surpris par la contre-attaque initiée par Pascal Edcorn, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a eu quelques tentatives de contre sans succès, donc, car les équipes de sprinters ont très vite annihilé celle-ci. Donc on pensait avoir découragé tout coureur pensant pouvoir contre-attaquer, mais ça n'a pas été le cas de Pascal Edcorn. Ça me permet donc de faire la transition avec mon troisième élément de réponse. Les amis, je ne vais pas être plus redondant, je ne vais pas recontextualiser une nouvelle fois toute cette étape. Allons droit au but, vers mes propos, vers mon objectif de ce troisième élément. Traditionnellement, le peloton joue avec les échappés, mais aujourd'hui, on a assisté au contraire. L'échappé, voyant que le peloton ne lui laissait pas beaucoup de crédit, a calqué sa course sur ce dernier. L'échappé ne s'est pas mis à bloc dès le début de l'étape et en a gardé donc sous la pédale. L'échappé a accéléré quand le peloton accélérait et inversement, quand celui-ci ralentissait, l'échappé ralentissait. Et on en a donc gardé pour le final et pour pouvoir tout donner dans les derniers hectomètres afin de rallier l'arrivée en vainqueur. On ajoutera à celle-ci qu'au kilomètre 120, le peloton a pris le risque de laisser partir une contre-attaque. La présence d'un coureur frais à l'avant pourrait et a relancé aujourd'hui les échappés. On voit donc que le peloton n'arrive plus à se concentrer et à s'organiser. Effectivement, dans les 50 derniers kilomètres, le peloton est là complètement désorganisé. Les équipiers de sprinters ne savent pas plus où donner de la tête.
les relais n'étaient pas organisés. En plus, il faut rajouter que Soudal Quick-Step a bien joué le coup puisqu'elle désorganisait volontairement le peloton en cassant les relais puisqu'elle avait un homme à l'avant en la personne de Casper Asgreen. Il faut dire aussi que les coureurs n'arrivaient pas à remonter à l'avant du peloton afin d'aller donner leur relais parce que le peloton était très excité, était en file indienne. Je pense qu'ils auraient dû se calmer, quitte à perdre un tout petit peu de temps afin de se mettre réellement en ordre de bataille et laisser tous ceux qui allaient donner un coup de pédale remonter. Et puis on rajoutera aussi que les sprinteurs ont hésité à sacrifier des équipiers de leur train. On s'est dit aussi, certaines équipes s'est dit pourquoi c'est moi qui sacrifierais une partie de mon train, pourquoi c'est pas l'autre. C'est Alpecin dès qui a lâché le morceau, peut-être, et même vraiment sûrement trop tard. Donc l'échappée a très bien joué stratégiquement le coup sur cette étape, mais le peloton s'est mis une balle aussi dans la tête et a été complètement à côté de la plaque. Donc les amis, on dira en guise de conclusion que l'échappée a profité d'une mauvaise organisation du peloton pour piéger les sprinteurs. Aujourd'hui, les hommes de tête ont inversé le rapport de force. Si habituellement c'est le peloton qui joue avec l'échappée, aujourd'hui c'est les hommes de tête qui ont joué avec le peloton. Les amis, je vous propose de découvrir sans plus attendre les chiffres du jour. On commence avec la vitesse moyenne de la course. Les hommes de tête ont parcouru 43,8 km dans la première heure de course. Donc un départ pas non plus des plus rapides, surtout sur une étape de plat et surtout sur une étape où les baroudeurs auraient pu espérer aller au bout. Dans la deuxième heure de course, on va rouler encore moins vite pour les hommes de tête. On n'aura parcouru que 40,1 km, soit une moyenne de course de 41,9 km depuis le départ. Sur la troisième heure, on va hausser le ton, c'est normal, puisque le peloton lui aussi hausse le ton. 44,1 km ont été parcourus par les hommes de tête, donc une moyenne de 42,6 sur les 3 premières heures. La moyenne complète de l'étape, en tout cas pour le vainqueur Casper Asgreen, c'est 44,90 km/h. L'échappée a eu maximum aujourd'hui 1 minute 46 d'avance, c'est au kilomètre 116,7 et on voit que ça suffit amplement pour espérer aller au bout. Les amis, je vous propose de découvrir tout de suite les différents porteurs de maillots et les différents classements. Les amis, victoire de Casper Asgreen en 4 heures 6 minutes et 48 secondes. Enfin, un petit rayon de soleil pour l'équipe Soudal Quick-Step qui avait vécu jusqu'à là un Tour de France assez médiocre, il faut le dire. En deuxième position, on retrouve Pascal Encorn pour l'Auto Destiny. Et puis en troisième position, on retrouve Jonas Abrahamsson pour une OX Pro. Cette équipe invitée pour son premier Tour de France réalise vraiment une très très belle course depuis le début, surtout pour une équipe continentale. On retrouve pour compléter ce top 10 les sprinteurs Jasper Philipsen 4e, Mads Pedersen 5e, premier français Christophe Laporte 9e. Je l'ai trouvé assez en jambes sur cette étape et d'ailleurs depuis le début du tour. Et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose, mais voyant que l'échappée se jouait la victoire, il a levé le pied dans les derniers mètres. Pas de changement dans les différents porteurs de maillot. Jonas Vingegaard en jaune, Giulio Ciccone en point, Jasper Philipsen en vert, Tadej Pogačar en blanc. La meilleure équipe Jumbo-Visma et puis aujourd'hui le dossard doré de la combativité Century 21 est attribué à Victor Campenaerts. C'est la récompense pour l'Auto Destiny désormais. Après cette belle étape, elle qui n'a pas été récompensée par la victoire. Changement au classement général, Jonas Vingegaard tranquillement en jaune devant Tadej Pogačar et Adam Yates. Le premier français, c'est David Gaudu, aujourd'hui 10e, et qui finira ce Tour de France vraisemblablement 10e. Donc les amis, attardons-nous à notre rubrique spéciale Tour de France 2023 désormais. On va s'attarder à l'étape de demain, une étape entre Moirans en montagne et Poligny dans le Jura, une étape 100% jurassienne de 172,8 km. Assez cabossée, mais rien de méchant demain. Une étape qui pourrait être promise aux sprinteurs, mais on est en fin de Tour de France. Elle pourrait donc sourire aux baroudeurs car il n'y a plus beaucoup de coureurs capables de gagner sur ce genre de terrain. On a perdu 4 voire 5 sprinteurs depuis le début de ce tour. Et puis, il faut aussi dire que les équipiers de sprinteurs ont montré leurs limites aujourd'hui et qui sont assez fatigués. Et c'est peut-être l'inconvénient qu'auront les sprinteurs qui veulent se disputer la victoire aujourd'hui.
Donc les amis, pour énumérer mes favoris, je vais faire comme si les sprinteurs étaient présents demain dans le final. 3 favoris, on les découvre sans plus attendre. Le premier, pas de surprise, Jasper Philipsen, vainqueur de 4 étapes sur ce Tour de France, porteur du maillot vert depuis la 4e étape avec de grandes chances de le ramener à Paris. On ne le présente plus, le Belge. Le deuxième, c'est un vainqueur d'étape, le seul qui a battu Philipsen entre guillemets au sprint, puisque c'était une étape en arrivée au plat montant. C'est Mats Petersen, l'ancien champion du monde et ancien maillot vert de la Volta. Vainqueur de la 8e étape, comme je vous le disais, sur ce Tour de France et de la 6e sur le Giro cette année. Surtout que l'arrivée étant faux plat montant demain. Le troisième favori, c'est la petite pièce, c'est Christophe Laporte, l'excellent puncher sprinter qui passe énormément bien les bosses. On l'a vu en jambes sur ce Tour de France depuis le début de la saison et puis même depuis qu'il s'est engagé avec Jumbo Visma. Il a fait acte d'un renouveau. Il sera donc avec ses qualités moins fatiguées qu'un pur sprinter. Une arrivée en bosse lui convient. Lui qui a gagné déjà une étape l'année dernière sur le Tour de France. C'était déjà la 19e étape en direction de Cahors. Lui qui a remporté cette année 2 étapes sur le Critérium du Dauphiné et qui a porté pendant 3 jours sur cette course le maillot jaune de leader du classement général. Il avait d'ailleurs battu des gros bras au sprint tels que Dylan Groenewegen ou Sam Bennett. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali. À la prochaine, salut, ciao, bye bye.